Bonjour et bienvenue, merci infiniment d'être là aujourd'hui. Je m'appelle Florie Vigne, je suis une artiste plurielle et slow. Et aujourd'hui, j'ai envie de revenir sur une réflexion qui m'a occupée au mois d'août. Je vous en ai parlé dans le point d'artiste du mois d'août, du fait que je me suis énormément posée pour réfléchir à différentes choses et pour réfléchir à mes habitudes, pour réfléchir à justement comment ralentir, comment incarner quelque part cette valeur slow que je prône en tant qu'artiste et que je prône sur Floryteller. Et aujourd'hui, je veux aborder un aspect particulier de cette réflexion qui est le minimalisme numérique et l'évolution de mes habitudes et de mon rapport aux réseaux commerciaux. Oui, je choisis d'appeler ça des réseaux commerciaux et c'est volontaire. Donc je vais aborder deux points différents, donc peut-être que les deux vous concerneront, peut-être qu'il n'y en aura qu'un des deux qui vous concernera, mais j'ai réfléchi à mon évolution par rapport aux réseaux commerciaux en tant que consommatrice de ces réseaux, en tant qu'audience, c'est-à-dire dans mes habitudes avec mon téléphone, mes habitudes de distraction, d'attention, de choses comme ça, quand je scrolle les fils des différents réseaux, etc. Donc cet aspect-là. Et dans le deuxième aspect, qui vous concerne peut-être pas tous et toutes, qui est dans l'aspect du contenu que je crée pour Floryteller, en fait, du contenu que je crée en tant qu'artiste pluriel et slow, et de réfléchir à ma présence sur les réseaux commerciaux dans ce cadre-là, de la nature et la profondeur des contenus que je crée dans ce cadre-là, et du coup du rapport que j'ai envie d'avoir aux réseaux commerciaux en tant que personne qui alimente le contenu sur ces réseaux. Voilà, c'est ces deux aspects-là. Et pourquoi j'ai décidé de remettre ça en cause? Alors c'est pas nouveau que je me pose ces questions-là. Si vous allez voir les bulles nomades, à l'automne dernier, les bulles nomades c'est mon podcast si vous ne savez pas, à l'automne dernier j'avais déjà fait quelques émissions autour du rapport aux réseaux commerciaux, autour de l'attention, des distractions, c'est-à-dire que j'ai un rapport assez critique du fonctionnement des réseaux commerciaux depuis un moment déjà, hein, c'est pas nouveau. Et d'ailleurs, je pratique tout ce qui est minimalisme, slow, etc. depuis quasiment une décennie. Et ça, le rapport aux réseaux commerciaux, c'est vraiment quelque chose qui est au cœur des réflexions autour de la simplicité, autour du slow. Parce que les réseaux commerciaux, c'est quelque chose qui peut vraiment nous bouffer beaucoup de temps. Donc c'est pas une réflexion qui est nouvelle. Maintenant, pourquoi est-ce que j'ai décidé de mettre tout ça à plat au mois d'août dernier et pourquoi j'ai fait des changements là maintenant à la rentrée 2020? Il y a eu plusieurs choses. La première chose qu'il y a eu, c'est que pendant le confinement, j'ai pris de sales habitudes par rapport à ma consommation de réseaux commerciaux parce que on pouvait pas sortir. Donc j'avais moins d'accès à d'autres types de loisirs le week-end, de choses comme ça, et du coup je suis un petit peu retombée sur une solution de facilité par défaut en allant très souvent voir des vidéos YouTube, en squattant Twitter et Instagram tous les jours, etc., etc. Et en fait j'ai gardé ces habitudes après le confinement. Je pense que c'était aussi parce que si vous l'avez vécu aussi le confinement, et je pense que vous l'avez vécu chacun à sa manière, mais je pense que vous savez de quoi je parle, à moins que vous regardiez cette vidéo en 2050 et que vous n'étiez pas né en 2020, mais ça a quand même été une période particulièrement stressante, particulièrement en termes d'émotions un petit peu compliquées, et je pense que du coup je me suis tournée vers ces distractions facile, en fait, ce hit de dopamine facile des réseaux commerciaux, un petit peu en réponse aussi à toutes ces émotions fortes qu'on a vécues au moment du confinement. Donc j'ai pas cherché à changer mes habitudes de réseaux commerciaux pendant le confinement, parce que j'avais pas la tête à ça, et qu'à un moment donné, si on a besoin aussi, si on passe une période où on n'est pas très bien et qu'on a besoin de ce genre de choses, c'est ok de prendre le temps de gérer tout ça et de pas forcément avoir la tête à modifier les choses tout de suite, maintenant, immédiatement. Mais là, maintenant que le confinement est derrière nous, peut-être, je tourne cette vidéo un petit peu en avance, peut-être qu'il y a eu un reconfinement d'ici là. Mais en tout cas, cette première période de confinement et ce choc de cette pandémie qui n'était pas du tout prévue, etc., est passé. Je me suis rendu compte que ces sales habitudes sur les réseaux commerciaux, je les avais gardées. Et donc au mois d'août, après mes vacances, j'avais un petit peu plus d'espace mental, d'espace émotionnel, j'avais un petit peu plus travaillé ces émotions-là, je me sentais plus en état. Et du coup, c'est à ce moment-là que j'ai décidé de revoir mes habitudes de consommation des réseaux commerciaux pour couper un petit peu ces mauvaises habitudes que j'avais prises pendant le confinement. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison
pour laquelle je me suis posé cette question à l'été 2020, c'est que dans mon cercle, un de mes cercles artistiques, qui est le cercle des auteurs et autrices de fiction, notamment de l'imaginaire, dans ce cercle-là, il y a eu pas mal de drama en fait cet été, notamment sur Twitter. Sur Facebook aussi, je pense, mais moi je suis déjà plus sur Facebook depuis longtemps, donc ça j'ai pas vu. Mais en tout cas, sur Twitter, il y a eu pas mal de drama. Et je me suis rendu compte que Twitter nourrissait une partie de moi que j'ai pas envie de nourrir en fait. Et à avoir cette espèce de facette de moi qui est très humaine, hein, qui est la facette où on veut savoir ce qui se passe, on a cette espèce de curiosité qui est, je pense, instinctive, parce qu'on a besoin de savoir où est le tigre pour pouvoir ne pas se faire bouffer par le tigre, si vous voulez. Et ça d'ailleurs, c'est aussi le principe du cerveau qui est de courir après les news à sensation. Pourquoi est-ce que les sites de news, qui est un autre truc que j'ai arrêté de consommer d'ailleurs, ont des titres toujours à sensation et se focalisent toujours, c'est très anxiogène? C'est parce que notre cerveau instinctif, les trucs anxiogènes, il faut qu'il sache. Pour pouvoir se préparer et pour pouvoir survivre, vous voyez. Et en fait, Twitter se nourrit énormément de ça, en fait. Énormément d'aller regarder ce qui fait réagir, d'aller regarder les dramas, d'aller regarder les machins. Et j'ai vu l'impact sur ma santé mentale, donc ce mois d'août, quand il y a eu des dramas dans la sphère des auteurs et autrices de l'imaginaire. Et du coup, ça m'a posé question. Ça m'a posé question sur ce que m'apportent les réseaux commerciaux par rapport à ce que ça me coûte. Et troisième raison pour laquelle j'ai décidé de remettre en question ça, c'est ce coup-ci Instagram. Donc vous savez que depuis début 2020, je pratique une opération porte-monnaie zippée. Si vous ne le savez pas, je vous invite à aller voir les vidéos où je présente tout ça. Et en post-confinement, alors pendant le confinement, j'ai à peu près maintenu mon opération porte-monnaie zippée parce que pour des raisons éthiques, je voulais pas commander des choses et mettre le livreur en danger, etc. etc. Par contre, post-confinement, où il a fallu, justement, j'ai eu une période où ça allait pas du tout, hein, en mai-juin, ça a été 2 mois où ça allait pas du tout émotionnellement, et j'ai beaucoup consommé, et j'ai fait pas mal d'entraves à mon opération porte-monnaie zippée, et du coup, dans le cadre du fait d'essayer de comprendre mes échecs, ça je vous en ai parlé dans une vidéo, la première vidéo de Point porte-monnaie zippée, de comment tirer parti des échecs, pour comprendre, pour expérimenter, pour se comprendre aussi, et pour mieux consommer à la suite et mieux y arriver par la suite. C'est un peu le but de l'expérience. Le but de l'expérience, c'est pas d'y arriver à 100% sans faire d'échecs. Le but de l'expérience, c'est d'être conscient, de mettre de mettre notre attention sur notre manière de consommer, et puis que quand on consomme de manière qu'on n'a pas envie de consommer, comprendre pourquoi pour pouvoir évoluer. Ça fait partie de l'expérience. Mais bref, en tout cas, j'ai eu pas mal d'échecs en mai-juin, j'ai essayé de comprendre pourquoi, et une des raisons qui est apparue de manière très évidente, c'est Instagram. Et en fait, en lisant un article au sujet des réseaux commerciaux justement, qui disait que comme ce sont des réseaux, en gros le business model des réseaux commerciaux, c'est de vendre des espaces publicitaires à des entreprises. Et pour que l'espace publicitaire ait de la valeur, il faut qu'il y ait beaucoup de personnes qui utilisent les réseaux, que les personnes restent longtemps dessus, que les personnes aient envie de cliquer sur les pubs et que les personnes aient un acte d'achat à la suite de la pub. En gros, ils veulent nous faire acheter, ils veulent nous faire voir les pubs et mettre notre cerveau en condition pour acheter. C'est un petit peu la version moderne de le lait avec son truc là, il y a 15 ou 20 ans qui avait fait scandale, qui disait que le but de TF1 c'est de préparer le cerveau des téléspectateurs entre 2 pubs Coca-Cola pour que les gens achètent du Coca, quoi. Je sais pas si vous vous rappelez de ce truc là, mais c'est un peu ça aujourd'hui. Les réseaux commerciaux sont là pour préparer notre cerveau pour nous faire acheter. Et c'est exactement ça que fait Instagram. Moi je me suis rendu compte que 90% des commandes que j'ai passées qui étaient en dehors des clous de ce que je m'étais dit pour le porte-monnaie zippé, venaient soit de pubs Instagram, soit de publications, parce que je suis beaucoup d'artistes, d'artisans, de petits créateurs, etc. sur Instagram, donc venaient de promotions publiées sur Instagram par ces gens-là, ou de recommandations de nouvelles boîtes, de nouvelles boutiques, de nouvelles créateurs, etc. Moi je suis très contente de ça, ça m'apporte de la valeur dans le sens où comme j'ai envie de consommer davantage local, davantage auprès de petites structures plutôt que de grosses boîtes, Instagram m'a fait découvrir des super marques et des super artisans, des super créateurs et créatrices, etc. Et j'en suis très reconnaissante. Le problème, c'est que j'ai constaté qu'Instagram me fait surconsommer. Donc voilà, 3 raisons pour lesquelles, ce mois d'août 2020, j'ai décidé de remettre en question ma consommation des réseaux commerciaux et de m'intéresser un petit peu à ce qu'on appelle le minimalisme numérique. Donc la première chose que j'ai faite, si jamais vous avez envie vous aussi de vous intéresser au minimalisme numérique, la première chose que j'ai faite, c'est documenter mes habitudes. Donc j'ai commencé par ne rien changer, et pendant tout le mois d'août,
j'ai documenté mes habitudes de réseaux commerciaux sur les applications. Alors vous pouvez télécharger une application, je ne sais plus comment elle s'appelle, une application qui permet de savoir combien de temps vous passez sur quelles apps de votre téléphone portable. Si vous avez Android, il y a des applications gratuites qui font ça. Si vous êtes sur iOS, c'est intégré à Apple. Dans vos réglages, vous avez un truc qui s'appelle temps d'écran et vous avez le découpage du temps d'écran par application. Donc ça m'a permis de me rendre compte que je passais plus de 3 heures par semaine sur Instagram par exemple et plus de 2 heures par semaine sur Twitter. Donc on est sur quasiment 6 heures par semaine sur des réseaux commerciaux, là où je me plains de ne pas avoir le temps d'écrire. Autant vous dire que 6 heures par semaine, ça fait 1 heure d'écriture par jour, ce serait parfait. Donc voilà, j'ai utilisé des outils comme ça, j'ai utilisé mon bullet journal aussi, pour noter chaque jour, ce soir j'ai regardé des vidéos YouTube avant de dormir, j'ai passé 1 heure sur Twitter parce que ça allait pas bien, je sais pas quoi, là j'ai fait ci, j'ai fait ça, etc. Donc une phase de documentation de mes habitudes de réseaux commerciaux pour comprendre l'impact et pour voir aussi ce qui est, parce que l'idée c'est pas forcément de jeter le bébé avec l'eau du bain, mais de voir ce qui est positif et ce qui est moins positif. Et ça, je l'ai fait aussi bien en tant que consommatrice de réseaux commerciaux qu'en tant que storyteller, c'est-à-dire le temps que ça me prend d'animer les différents réseaux commerciaux. Et de voir l'énergie créative que ça me prend pour me poser la question derrière de si je ne veux pas plutôt rediriger mon énergie créative vers d'autres types de contenus, on va y revenir. Donc une fois que j'avais cette vision de mes habitudes de réseaux commerciaux, la question que je me suis posée, la question que je vous pose ici dans cette vidéo, c'était de me demander, qu'est-ce qu'il faut que je change pour remettre de l'intention dans tout ça, parce que je n'ai pas envie de passer 6 heures par semaine sur Twitter et Instagram, parce que je n'ai pas envie justement la liste de tous les trucs négatifs, j'ai pas envie de tomber dans les drames à Twitter et de me sentir mal quand je referme Twitter à chaque fois, j'ai pas envie de passer une commande de papeterie ou de bijoux ou de trucs artisanaux, de que sais-je, à chaque fois que j'ouvre Instagram. Et j'ai pas envie de me retrouver à la fin de mes journées à pas avoir écrit mon chapitre de roman, à pas avoir peint mon aquarelle originale ou à pas avoir enregistré mon podcast ou ma vidéo parce que j'ai passé 3 heures à éditer des photos pour Instagram, vous voyez. Et la question que je me pose, c'est est-ce que du coup, pour ne plus avoir ces points négatifs, est-ce que je dois quitter complètement les réseaux commerciaux ou est-ce qu'il existe une manière de les utiliser mais de manière plus intentionnelle pour en retirer quand même le positif sans subir tout le négatif. Donc là, c'est une question que je vous invite à vous poser pour vous-même, en fait, pour chaque réseau commercial sur lequel vous êtes, de voir ce que ça vous apporte, ce que ça vous coûte, de voir en fait s'il est négatif, parce que l'idée c'est pas d'avoir que du positif ou d'avoir, toutes les choses, tous les outils qu'on emploie ont des bons et des mauvais côtés. Ça n'existe pas l'outil parfait qui n'apporte que du bon. Donc l'idée, ça va vraiment être de se poser la question, de regarder est-ce que l'impact positif, ce que ça vous apporte de positif, ça contrebalance ou c'est plus important que le négatif que ça engendre. Si la réponse est non, en tout cas en ce qui me concerne, quand la réponse est non, je quitte le réseau commercial. Et si la réponse est oui, après, est-ce qu'il y a des manières dont je peux réduire ces impacts négatifs en changeant mes habitudes par rapport à ces réseaux commerciaux et en changeant ma manière d'aborder ces réseaux commerciaux. Donc ça, c'est des questions que je me suis posées en août. Et je vais vous expliquer un petit peu les conclusions auxquelles je suis arrivée, moi, personnellement, dans mon minimalisme numérique, pour vous donner un exemple, si ça peut vous donner des pistes de réflexion pour vous-même. Donc la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de mettre en place un système que je décide à l'avance. Donc je vais décider à l'avance, donc déjà je quitte pas, et puis ce que je quitte pas, je vais décider à l'avance combien de temps je vais y aller dessus, pourquoi faire, à quelle heure, etc. Comme ça, c'est mon cerveau rationnel qui décide. C'est pas l'impulsion de l'habitude, de l'automatisme, ou l'impulsion émotionnelle de là, je ressens une émotion désagréable, je vais aller sur Twitter pour essayer de me distraire de cette émotion désagréable, mais plutôt le fait d'avoir décidé à l'avance, par exemple. Instagram, c'est le réseau commercial que j'ai décidé de garder. Je choisis de n'y passer que 10 minutes par jour, je mets un timer et je regarde déjà si j'ai eu des commentaires, des messages privés pour répondre aux personnes qui ont souhaité interagir avec moi. Je regarde mon fil, je ne regarde plus les stories parce que ça prend trop de temps, je regarde juste mon fil. Je like ou je mets des commentaires quand je trouve que c'est cool et parce que j'ai envie de soutenir. Ça fait partie des choses que je trouve positives sur Instagram, c'est le côté communauté, le côté soutien, etc. Et au bout de 10 minutes, je ferme l'application.
Donc je décide à l'avance. Et quand je remarque qu'il y a un compte qui m'incite à la consommation, parce qu'il met beaucoup de promos ou parce que c'est vraiment trop beau ce qu'ils font et qu'à chaque fois que je vois une photo j'ai envie d'acheter, et bien je mute le compte ou je me désabonne. Et je garde le nom, mettons que ce soit un artisan avec une boutique en ligne sympa, je me garde la boutique en ligne dans mon carnet OneNote avec mes bonnes adresses. Et si j'ai envie d'acheter quelque chose chez eux de manière intentionnelle, venant de moi, etc., et ben j'irai cliquer sur le truc. Et si je vais être tenue au courant de soldes qu'ils font, de réductions qu'ils font, que je ne vais pas passer à côté, je m'abonne à leur putain de newsletter. On va en parler de la newsletter. Plutôt que d'être abonné à leur Instagram de peur de rater, et puis du coup d'être en permanence confronté aux tentations d'achat. Donc tout ça, ça va être des choses qui sont décidées à l'avance. Donc c'est ce qui me permet de vous dire que le seul réseau commercial que je garde, c'est Instagram. C'est un choix personnel, vous n'êtes pas obligé de faire ce choix-là. Je vais vous expliquer pourquoi si ça vous donne des pistes de réflexion. Instagram, c'est le seul réseau où le positif contrebalance le négatif pour moi. Parce que c'est un réseau où j'ai beaucoup d'inspiration artistique notamment. C'est un réseau où il y a beaucoup de discussions et de soutien mutuel dans certaines communautés artistiques, donc communauté aquarelle, communauté écriture. Je trouve que l'ambiance est sympa, c'est un petit peu le problème, c'est que Instagram crée un cocon d'ambiance hyper positive où je me sens bien, ce qui me met en condition pour vouloir acheter. Vous voyez ce que je veux dire. Et je peux pas couper les pubs, malheureusement, il n'y a pas d'adblocker pour Instagram, du coup je suis obligée de me taper les pubs quand je suis dessus, donc c'est aussi pour ça que j'ai arrêté les stories, parce qu'il y a une pub toutes les 2 stories, ou toutes les stories c'est insupportable. Donc voilà, le positif dépasse quand même le négatif, et une autre chose en tant que créatrice de contenu sur Instagram, c'est que j'aime prendre des jolies photos, j'aime les éditer, j'aime prendre des photos avec mes aquarelles, avec les bouquins que j'ai lus, il y a un côté créatif que j'apprécie de faire. Du coup, j'ai décidé de garder Instagram, mais avec des règles, comme je vous le disais, en décidant à l'avance. Donc 10 minutes par jour, 5 jours par semaine, je ne vais pas sur Instagram le week-end. Je planifie maintenant mes posts à l'avance, comme ça je passe pas une demi-heure à écrire le machin, à avoir cette pression de me dire j'ai pas posté. Non, il y a 2-3 posts par semaine qui sont planifiés à l'avance, je le fais une fois par semaine, ça rentre dans mon temps de travail, ça me prend une demi-heure. Je planifie aussi les hashtags et les machins à l'avance, comme ça il n'y a pas besoin de réfléchir. Et après 10 minutes par jour pour interagir avec les gens qui ont liké mes trucs, etc., qui ont mis des commentaires. Et pour moi-même, aller interagir, rendre à l'écosystème, parce que moi ce qui m'intéresse sur Instagram, c'est pas tellement la visibilité, c'est plutôt l'échange. Donc du coup, venir rendre à l'écosystème et échanger à mon tour. Voilà, donc un exemple de situation où vous pouvez choisir de garder votre accès à un réseau commercial, mais de faire un petit peu évoluer les choses pour diminuer l'impact négatif. Et donc, moi, mon impact négatif principal pour Instagram, outre le temps, où du coup j'ai balisé le temps que j'y passe, c'était la question que ça me fait consommer. Et ben du coup, je mute les comptes qui me font consommer. Si c'est des artisans, des créateurs, des créatrices, des artistes dont j'ai envie d'être tenue au courant des choses, je m'abonne à leur newsletter. Ce qui m'amène au point suivant que je voulais aborder avec vous, qui est le point des newsletters. Il faut. Alors, pendant très longtemps, les newsletters ou lettres d'information, c'était des choses que j'ai vues comme une obligation. Quand j'ai lancé ma newsletter en 2017, à l'époque sur mon blog La Niche en l'air, c'était parce qu'il y avait des gens qui me l'avaient demandé, qui voulaient recevoir par mail la liste des articles que j'avais publiés dans la semaine, et parce que les conseils de marketing pour artistes, etc. de l'époque, je pense notamment à Austin Kleon qui en parle dans son bouquin Show Your Work. Les conseils c'était newsletter, ça permet de court-circuiter les algorithmes, ce qui est vrai, on va y revenir. Donc il faut que vous ayez absolument une newsletter pour rassembler votre public, pour pas dépendre de l'algorithme des réseaux commerciaux, pour pas dépendre de la popularité des réseaux commerciaux, etc. Ce qui est très vrai d'ailleurs, hein, en tant qu'experte de la communication, je peux vous le confirmer. Mais du coup, je m'étais retrouvée à faire ça un petit peu de manière forcée, et je voyais pas trop l'intérêt des newsletters. Parce que moi, les seuls auxquels j'étais abonnée à l'époque, c'était les newsletters genre de marques de fringues ou de je sais pas quoi, qui font chier toutes les deux fois par semaine ou 3 fois par semaine avec les nouveaux vêtements, nouveaux machins, vente privée, solde. Et pour moi c'était juste une source de tentation d'achat supplémentaire. Et du coup je m'étais désabonnée d'ailleurs dans mon premier round de minimalisme numérique il y a quelques années, je m'étais désabonnée d'une tonne de newsletters. Et moi je voyais vraiment ça comme du spam. Et du coup ma toute première newsletter c'était un petit peu forcé parce que moi-même je voyais pas la valeur de ça. Et là, déjà ces derniers temps, j'ai commencé à m'abonner à des newsletters dont le contenu est très intéressant. Je pense à la newsletter quotidienne d'écriture de Cécile Duquesne par exemple, la newsletter hebdomadaire de Marie Boudon qui est aquarelliste où elle donne des conseils de créativité d'aquarelle qui est super intéressante.
Oh, il y en a plein d'autres, hein, mais voilà, je me suis abonnée de plus en plus de newsletters dont le contenu en lui-même en fait est intéressant. Où il y a un petit essai, un mini-article disponible dans la newsletter, où il y a des liens vers des ressources sympas, où il y a les inspirations de l'artiste en question, où il y a des conseils, où en gros c'est vraiment une valeur ajoutée, c'est un canal de communication, un canal de partage en direct auprès de gens dont j'apprécie le travail et qui est vraiment sympa à lire, que je me mets avec mon petit thé, je mets mes newsletters sur mon iPad et puis je lis mes petites newsletters du jour avec mon thé, c'est super agréable. Donc moi j'ai commencé à faire ça pour les miennes de newsletters, hein, du coup de vous faire des petits articles un petit peu sympas sur mes réflexions du moment, quelques paragraphes. Je me suis dit ça va être intéressant le dimanche matin, vous faites votre petit thé, vous lisez la Fleury Letter. Et là avec mon retrait des réseaux commerciaux et mon contrôle du dernier réseau commercial que j'ai gardé qui est Instagram, et ben, j'ai trouvé un autre intérêt aux newsletters qui effectivement permet de contourner les réseaux commerciaux et de contourner les algorithmes. Parce que du coup, par exemple, pourquoi je voulais pas me désabonner ou muter des comptes d'artisans que j'apprécie, parce que ça me fait acheter de voir leurs trucs, parce que je voulais pas rater justement, parce qu'il y a pas mal de petits artisanes ou créateurs-créatrices qui travaillent seuls et qui font des ventes ponctuelles parce qu'ils n'ont pas l'énergie, les moyens humains de créer plein de bijoux et d'avoir les boutiques ouvertes tout le temps. Et donc du coup j'ai besoin d'être informée quand il va y avoir une vente parce que sinon je risque de la rater. Après si j'ai pas envie de participer à la vente, j'y participe pas, c'est pas grave. Mais je sais que j'ai envie d'être informée que cette vente existe. Et en fait c'est aussi à ça que sert une newsletter. C'est-à-dire que si vous voulez être sûr de ne pas rater une info, une actu, de la part d'une marque, d'un artiste, d'un créateur, d'une créatrice, d'un écrivain, d'une écrivaine qui va sortir un bouquin, qui va faire des dédicaces à un événement précis, que c'est une info qui est dans le temps, que vous avez besoin de savoir là, maintenant, parce que si vous le ratez, vous allez peut-être rater l'intervention, vous allez peut-être rater le live gratuit, vous allez peut-être rater le nouveau produit qui est en édition limitée, etc. etc. Et ben c'est là que la newsletter prend tout son intérêt. Et du coup, récemment, je me suis abonnée à quelques newsletters de créateurs, créatrices, artistes, écrivains, écrivaines, etc. que j'apprécie, pour ne pas dépendre de l'algorithme, parce que je me suis rendu compte que j'en ratais des infos en dépendant de l'algorithme, parce que l'algorithme ne montre pas toutes les publications de tout le monde, surtout que moi je regarde plus les stories, donc on rate pas mal de trucs quand on regarde plus les stories. Et du coup, plutôt que de passer 1 heure par jour sur Instagram à tout scroller pour être sûr de rien rater, je préfère faire de la curation, de la sélection, et je choisis les personnes qui m'inspirent le plus, dont j'apprécie le plus le travail, dont j'apprécie le plus les créations, et je m'abonne à leur newsletter. Et comme ça, si je suis sûre que je ne raterai pas les annonces qu'ils ou elles ont à me faire, bien sûr, si ces personnes-là utilisent l'outil de la newsletter correctement, évidemment, mais bon, ça dépend pas de moi. Ce que je peux faire au pire, si je me rends compte que les newsletters sont pas intéressantes et qu'ils annoncent rien, etc., c'est que je peux m'en désabonner, ça c'est pas un souci après. Donc voilà, et du coup ce qui m'amène en tant que créatrice à l'idée que je garde, enfin là elle était en pause en juillet-août, mais j'ai repris début septembre, enfin fin août, la newsletter hebdomadaire, et le contenu des lettres que je crée, parce que je vous ai dit que je vous parle des deux aspects, hein, aspect consommation, aspect création, j'ai décidé de garder ce truc-là en tête et de me dire les gens qui s'abonnent à la lettre, la Fleury Letter, la lettre créative optimiste du dimanche matin, c'est parce qu'ils veulent de mes nouvelles tous les dimanches matins et parce qu'ils veulent être sûrs d'être au courant quand il se passe quelque chose sans forcément passer par les algorithmes des réseaux commerciaux. Du coup, dans ma lettre, il y a donc un petit essai hebdomadaire sur ce que j'ai à vous raconter, sur slow, créativité, optimisme, vie d'artiste, etc. Il y a la liste de tout ce que j'ai publié dans la semaine, puisque je publie des articles, des podcasts et des vidéos, et des choses sur Patreon. Et des fois, je mets des créations sur la boutique. Donc, dès qu'il y a quelque chose de nouveau qui est paru, je le mets dans la newsletter. Et s'il y a des annonces particulières à faire, des lives par exemple, gratuits que je peux vouloir faire, des nouvelles ressources gratuites que je mets en ligne sur fleurytaylor.com/ressources, s'il y a par exemple, si j'ai un bouquin qui est publié, si je mets en ligne des aquarelles originales, donc il y a un seul exemplaire à la vente pour informer le fait que la vente va commencer. Enfin, toutes ces choses-là qui sont très ponctuelles, il n'y en a pas toutes les semaines, loin de là, hein, des annonces comme ça. S'il y en a une tous les 2 mois, c'est déjà pas mal. Mais ça permet d'être sûr que si vous vous abonnez, vous serez au courant, vous ne dépendez pas de l'algorithme, et du coup les personnes qui sont abonnées, ce sont des informations utiles qu'elles reçoivent via ces lettres. Donc voilà, un exemple de comment moi, en réduisant ma présence sur les réseaux commerciaux,
j'utilise la newsletter différemment en tant qu'audience, en tant que consommatrice de ces newsletters, et comment du coup j'ai fait un petit peu évoluer la mienne pour qu'elle apporte aussi cette valeur-là que moi je cherche dans les newsletters auxquelles je m'abonne. Voilà, donc je vous ai parlé d'Instagram, je vous ai parlé des newsletters, et effectivement le gros avantage des newsletters, c'est que ça permet de contourner l'algorithme des réseaux commerciaux, puisque moi, un des gros problèmes que j'ai avec les réseaux commerciaux, c'est qu'ils décident à ma place ce que je vois, et je veux reprendre le contrôle sur mes flux d'informations. Je vais terminer là-dessus d'ailleurs, mais une dernière chose avant de terminer là-dessus, puisque je vous ai parlé de réseaux commerciaux que je garde et que je garde pas. Donc je ne garde qu'Instagram. J'ai décidé de quitter Twitter parce qu'en fait ça m'apporte plus de négatif que de positif, tous les dramas, tous les machins, ça me gonfle. J'ai quand même mon compte parce qu'en tant que professionnelle de communication dans le jeu vidéo, je peux pas me permettre de ne pas voir ce qui se passe sur Twitter. Donc j'ai toujours mon compte et je fais de la veille avec TweetDeck sur mon temps de travail de communication. Et je continue à planifier des articles, et donc ça je continue à le planifier sur la page Facebook qui existe encore, même si ça fait genre 2 ans que j'y suis plus allée. D'ailleurs si vous avez laissé des commentaires, vous m'avez envoyé des messages sur Facebook, je ne vous ai pas répondu, c'est normal, je ne vais plus sur Facebook depuis 2 ans. Mais du coup je continue à planifier les annonces d'articles, de podcasts, de vidéos qui sortent sur ces réseaux-là, parce que je sais qu'il y a des gens qui s'y sont abonnés et qui récupèrent mes infos comme ça, qui ne sont pas abonnés à la newsletter, parce que la newsletter n'est pas un canal que ces personnes-là apprécient, mais par contre ils regardent leur Facebook, leur Twitter, leur fil de réseaux commerciaux pour savoir ce que je fais. Et donc pour apporter de la valeur à ces personnes-là qui me suivent sur les réseaux commerciaux, je continue à programmer les publications sur ces canaux-là, donc page Facebook et Twitter et Instagram, pour que si vous me suivez sur ces réseaux-là, vous soyez au courant de ce que je publie. Mais il n'y a que Instagram où je viens interagir. Les 2 autres réseaux, je ne viens plus interagir. Et le dernier point que je voulais aborder côté consommation de contenu, c'est justement donc cette idée que les réseaux commerciaux, maintenant, tout le monde a un algorithme. Même Twitter, à une époque, c'était les tweets dans l'ordre, maintenant c'est un algorithme. Pinterest, c'est un algorithme. Facebook, c'est un algorithme. YouTube, même, c'est un algorithme. C'est-à-dire que ça sert plus à grand-chose de s'abonner en fait aux chaînes YouTube, puisque de toute manière, dans la page d'accueil de YouTube, c'est que des recommandations d'algorithmes. Il faut cliquer sur mes souscriptions pour pouvoir voir la liste de ceux à quoi on est abonné. Donc c'est... Enfin, bref. Tout ça pour dire que sur tous ces réseaux commerciaux-là, c'est l'algorithme qui décide ce qu'on voit. Et du coup, on se retrouve à voir, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai quitté Twitter d'ailleurs, moi je me retrouve à avoir des tweets de gens que je ne suis pas, dont j'ai rien à foutre, que pourquoi ils sont là, alors que je ne voyais plus les tweets de gens que j'ai choisi de suivre parce que je voulais voir leur contenu. Et c'est là que je me suis rendu compte que c'est le réseau commercial qui choisit ce que je vois, c'est pas moi. Et que j'ai beau m'abonner à des gens, j'ai beau m'abonner à leur chaîne, à leur compte, à leur machin, si l'algorithme a décidé que cette personne n'était pas pertinente et que son contenu ne faisait pas suffisamment réagir, ne créait pas suffisamment d'engagement, l'algorithme ne me montrera pas ce contenu. Sauf si je vais, moi, sur la page de la personne pour voir si elle a publié des choses. Moi, ça me pose problème. Parce que je veux pouvoir choisir. Vous savez, dans tout ce qui est minimalisme, simplicité, etc., il y a une notion de curation, une notion de sélection. Donc on va sélectionner les contenus qu'on voit en fonction de nos goûts, en fonction de ce qui nous apporte de la valeur. Donc j'ai envie d'avoir le contrôle sur ce que je vois. Alors oui, on peut avoir un certain contrôle sur les réseaux commerciaux en choisissant à qui on s'abonne. Et j'ai fait d'ailleurs dans Instagram du tri sur mes abonnements, etc. machin. Mais ça suffit pas. L'algorithme montre quand même des trucs qu'on n'a pas envie de voir, sans compter le fait que sur Instagram, l'algorithme montre beaucoup de pubs et que ça me saoule. Donc du coup, le dernier point dans ma réflexion sur le minimalisme numérique et mon rapport aux réseaux commerciaux, c'est le fait que je veux reprendre le contrôle sur ce que je choisis de voir. Donc une manière de reprendre le contrôle, j'en ai déjà parlé, c'est de m'abonner aux newsletters des personnes dont je vais être sûre d'avoir des nouvelles. Et la deuxième manière dont je reprends le contrôle sur mon information, c'est que j'ai réactivé un truc qui existe depuis la nuit des temps, enfin depuis une vingtaine d'années, qui s'appelle les flux RSS. Alors c'est quoi un flux RSS ? Alors, si vous écoutez des podcasts, vous connaissez sûrement le concept puisque c'est le flux RSS d'un podcast qui permet d'écouter un podcast sur les différentes applications de podcast. Et vous avez par exemple le flux RSS des bulles nomades, il est disponible sur florytaylor.com/podcast si vous voulez manuellement mettre le flux RSS de mon podcast dans une application de podcast qui transforme le flux qui vient chercher les épisodes en fait et qui vient après vous les télécharger et vous permettre de les écouter. Le flux RSS existe aussi, donc du coup moi j'ai fait une curation de mon application de podcast pour choisir quel podcast j'écoute, à quelle fréquence, etc. Mais le flux RSS c'est aussi pour les articles.
Parce que même si blog is dead, ben, moi je continue à apprécier d'apprécier de lire les articles écrits, parce que je trouve que c'est plus en profondeur, c'est plus documenté, les auteurs et autrices des articles ont davantage le temps de développer leurs pensées, et du coup je préfère consommer des articles écrits plutôt que de consommer des posts de réseaux commerciaux qui sont dits en 280 caractères vite fait. C'est une autre raison d'ailleurs pour laquelle j'ai arrêté Twitter et pour laquelle je passe que 10 minutes par jour sur Instagram et essentiellement pour le côté visuel, parce que dans ma consommation de contenu, je préfère consommer des contenus plus profonds, plus approfondis, avec une pensée qui a le temps de se déployer. C'est pour ça que j'aime les podcasts, c'est pour ça que j'aime lire des articles, de vrais articles de journal ou de blog. Et c'est pour ça que je continue à regarder des vidéos YouTube, mais pareil, j'ai limité mon temps de fréquentation hebdomadaire de YouTube, parce que dans les vidéos, comme vous pouvez le constater pour celle-ci qui fait 50 plombes là, on a le temps de développer sa pensée. Et donc les flux RSS, c'est ce qui vous permet, le plus connu c'est Feedly, qui permet de s'abonner en fait à des sites de news ou à des blogs, ou en tout cas à des sites qui fournissent des articles écrits, et de recevoir directement le flux des nouvelles parutions d'articles écrits. Et donc du coup, vous avez à un seul endroit tous les derniers articles qui sont parus de ces personnes-là que vous suivez. Donc vous ne dépendez plus de l'algorithme de est-ce que Twitter m'a montré le tweet où il annonce qu'il a publié un article, ou est-ce que Instagram, moi je regarde plus les stories, donc du coup je rate la story qui dit qu'il a publié un nouvel article. Et là ça me permet, grâce au flux RSS, de me poser, de me dire là je prends un petit thé, je passe une demi-heure à lire mes petits articles sur mon iPad, et j'ouvre mon application de flux RSS, et comme ça je sais que j'ai accès à tous les sites auxquels j'ai choisi de m'abonner. En curation, sélection, je choisis les sites auxquels je m'abonne. Et ça me permet de consommer du contenu plus posé, plus réfléchi, plus détaillé que d'aller suivre ces personnes-là que j'apprécie sur Twitter, même si j'apprécie leurs tweets. Voilà, donc ça c'est la manière dont je reprends le contrôle sur le type de contenu que je consomme, donc des contenus plus en profondeur, plus aboutis, plus réfléchis, et sur comment ils m'arrivent, où c'est moi qui décide qui je vois, ce que je vois, il n'y a pas d'algorithme qui vient filtrer ça. Newsletter, flux RSS, application de podcast qui est aussi un flux RSS. Voilà, et donc pour terminer, du coup moi aussi en tant que Floryteller, en tant que Flory Vin, artiste pluriel et slow qui crée du contenu via l'alias internet Floryteller, et j'ai décidé aussi de me concentrer sur ces fameuses publications plus pensées, plus réfléchies, plus en profondeur. Donc je continue pour l'instant ma chaîne YouTube, il y a des choses d'expérimentation qui vont venir pour voir ce que je fais de la chaîne de l'avenir, je vais vous en parler très bientôt. Je continue à publier bien évidemment les Bulles Nomades, le podcast, qui me permet de vous discuter un petit peu plus en détail des différentes choses. Je continue bien évidemment ma propre newsletter pour vous apporter la valeur que moi je trouve dans les newsletters auxquels je suis abonnée. Et j'ai relancé aussi mon blog, donc floryteller.com/blog, et j'ai recommencé à écrire des articles écrits parce que j'apprécie d'en lire et ça me manquait d'en écrire. Et donc j'ai décidé de refocaliser mon temps de création de contenu, qui est différent du temps de création de romans, d'aquarelles, etc. De refocaliser mon temps de création de contenu sur ces contenus qui sont plus en profondeur, qui sont plus pensés, plus réfléchis. Et le fait de quitter plusieurs réseaux commerciaux, de juste planifier les liens. Et sur Instagram, j'ai l'application qui permet de planifier et je publie moins de contenu qu'avant. Donc il y a 2-3 posts Instagram par semaine, des fois 4, mais pas plus. Parce que je ne veux pas perdre mon temps créatif à créer sur Instagram. Je préfère utiliser ce temps créatif à créer des articles plus longs avec des photos, à créer des vidéos, à créer des podcasts. Parce que quelque part, je préfère encourager le contenu de qualité plutôt qu'une quantité de trucs qu'on blablabla sur les réseaux commerciaux pour plaire à l'algorithme. Je veux plus plaire à l'algorithme, c'est la même chose. Je veux pas enrichir le PIB de la France et je veux pas plaire aux algorithmes. C'est pas pour ça que j'existe. Donc ça me saoule, donc j'arrête. Voilà, donc je pense que la vidéo est assez longue quand je vois l'heure qu'il est là. Je pense que je vous parle depuis un sacré moment. Donc je vais m'arrêter là pour cette vidéo où je vous parle de minimalisme numérique et de l'évolution de mes habitudes de réseaux commerciaux, aussi bien en tant que consommatrice qu'en tant que créatrice de contenu. J'espère que ça vous a apporté des pistes pour réfléchir à votre propre minimalisme numérique. Du coup, si vous voulez rester en lien avec moi, vous pouvez le faire par email sur hello@floryteller.com. Vous pouvez vous abonner à ma lettre créative optimiste du dimanche matin, comme je vous le disais dans cette vidéo, avec tout ce que ça peut vous apporter en squeezant les algorithmes.
Et puis si vous avez des questions, des suggestions aussi, si vous voulez partager vous, ce que vous avez choisi de faire dans votre consommation de réseaux commerciaux ou votre création, si vous êtes créateur ou créatrice de contenu, n'hésitez pas à le partager avec tout le monde en commentaire sous la vidéo, ce sera intéressant. Ça m'intéresse moi de savoir quelles sont les philosophies des uns et des autres autour de tout ça. En attendant, merci infiniment d'avoir vu la vidéo jusqu'au bout, je vous souhaite une belle journée, une excellente soirée et à la prochaine.